Bienvenue ici à Montbard, au cœur de la Metal Valley, pour ce nouveau numéro d'Enquête de région. Secteurs d'activité ou entreprises, ils sont emblématiques de notre région et sont parfois de véritables étendards à l'international. Ils ont connu des heures difficiles par moments, mais restent la fierté des Bourguignons et des Francs-Comtois. On vous emmène dans cette émission à la découverte de success stories signées Bourgogne-Franche-Comté. SEB est aujourd'hui leader mondial dans le petit électroménager. Face à la concurrence, le groupe sait faire les mises à jour nécessaires. On ne vend plus de la même façon, on n'innove plus de la même façon, on n'est plus en relation avec le consommateur de la même façon. Toquante présidentielle, montre modulable, horloge de 6 tonnes à moteur de TGV, c'est l'horlogerie indépendante et créative de Franche-Comté. Générer une idée qui a du sens. 2, fédérer les entreprises comme un chef de projet quelque part. Et ensuite, faire en sorte que tous ces éléments fonctionnent entre eux pour qu'au moment de l'assemblage, ça marche. Christelle revient de loin, mais a finalement atterri sur les pianos des chefs et dans les cuisines des gastronomes. Comment ? En misant sur l'innovation. Il faut toujours avancer, il faut toujours apporter du nouveau. D'ailleurs, quand nos clients viennent nous visiter sur un salon, la première question qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Christelle ? En Bourgogne, le raisin n'est pas le seul fruit juteux, il y a aussi le cassis. Moi, je pensais fabriquer 300 pots pour m'amuser. Et puis, c'est un produit aujourd'hui où on fabrique des milliers de pots tous les ans et qui s'exporte au Japon, dans d'autres pays, aux États-Unis. C'est signé Bourgogne-Franche-Comté et c'est tout de suite dans Enquête de région. On va s'éloigner de Montbard et de la Metal Valley pour vous parler du groupe SEB, leader mondial du petit électroménager, présent aujourd'hui dans 150 pays. Mais c'est bien en Bourgogne, à Selonget, en 1857, que l'histoire du groupe SEB a commencé. La marque SEB s'est fait connaître dans les années 50 avec sa fameuse cocotte minute et depuis, elle n'a jamais cessé de miser sur le développement international et l'innovation. Retour sur une success story bourguignonne. Les produits électroménagers, impossible aujourd'hui de s'en passer, ils sont au cœur de notre quotidien. Dans ce secteur hyper concurrentiel, un groupe a su s'imposer comme leader mondial. SEB, société d'emboutissage de Bourgogne. Modeste quincaillerie il y a plus d'un siècle, c'est aujourd'hui une multinationale dont le chiffre d'affaires frôle les 7 milliards d'euros. C'est dans cette usine de Selonget en Côte d'Or que tout a commencé. Sur ces chaînes de montage, SEB fabrique aujourd'hui des milliers d'autocuiseurs, produits 100% bourguignons qui seront vendus dans le monde entier. C'est aussi là que l'entreprise a sorti sa fameuse cocotte minute, qui a fait sa renommée mondiale. Souvenez-vous, en 1953, SEB, c'est beau. On nous promettait de changer notre façon de cuisiner, de révolutionner notre vie de ménagère. La super cocotte permet en toute sécurité l'ouverture en pleine pression. La ménagère peut ainsi juger de l'état de son œuvre. La cocotte devient la poule aux œufs d'or de la société. 66 ans plus tard, il s'en vend toujours 1 million chaque année. Cette cocotte, il y a plein d'affections, plein d'émotions. Elle est hyper durable dans le temps et c'est quelque chose qu'on se transmet de génération en génération. Souvent, les grands-mères donnent à leurs filles puis à leurs petites-filles. Et c'est des choses que nous, on veut mettre encore en avant. À partir des années 60, SEB va très vite changer de dimension et racheter ses concurrents. Tefal, Calor, Rowenta, Moulinex, Lagostina, WMF, 29 marques au total. Quelques difficultés apparaissent dans les années 2000. Les ventes sont en baisse, 3 sites de production sont fermés en France, près de 900 emplois supprimés. Cause invoquée,
la concurrence des pays asiatiques. Pour rester compétitif, Seb choisit de restructurer. La fabrication de certains produits est délocalisée. Aujourd'hui, le groupe possède 40 usines à travers le monde. Pour autant, le Made in France résiste. Un quart des produits sont encore fabriqués dans notre pays. Les produits que nous fabriquons en France sont les produits à plus forte valeur ajoutée. Donc des produits soit fort contenu technologique comme la cocotte minute ou des produits qui sont des produits très innovants comme la friteuse sans huile à Isurtine. Seb s'est imposé comme leader mondial du petit électroménager. Ces produits sont dans tous les rayons des grandes enseignes. Et beaucoup de clients sont particulièrement attachés à la marque. Elle fait partie de leur patrimoine. J'ai récupéré des électroménagers de ma mère et même de ma grand-mère qui avait la marque Seb, le couteau électrique Seb par exemple, qui est indémodable, qui fonctionne très bien, voilà. Et alors Seb, j'ai un autocuiseur que j'ai eu quand je me suis mariée il y a 45 ans, que j'ai toujours, qui fonctionne encore. Pour moi, Seb, c'est vraiment une référence. Séduire les consommateurs, faire face à la concurrence, c'est un défi permanent. La stratégie du groupe, miser sur l'innovation. Et c'est sur ce campus à côté de Lyon que tout se passe. La brillance et le respect du cheveu. Plusieurs fois dans l'année, des salariés se retrouvent pour des séances de travail très confidentielles. Ici, chercheurs, designers et métiers du marketing inventent les produits de demain. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est une fonction qu'on met soit au début, parce qu'on a les cheveux cassants par exemple. Et cette fonction, elle permet de protéger le cheveu et d'avoir un séchage optimal. Donc ça, c'est une fonction dédiée aux personnes qui ont des problèmes de cheveux. Seuls les produits les plus innovants passent par cet atelier, ceux pour lesquels la prise de risque est forcément plus grande. Chacun écoute finalement le discours de l'autre où il y a des choses, techniquement, c'est pas possible. Bon, bah voilà, on le sait tout de suite et on construit vraiment ensemble. Un tiers des produits est renouvelé chaque année, alors l'entreprise n'a pas le droit à l'erreur. Le but, c'est effectivement peut-être de gagner un peu de temps sur la sortie des produits, mais surtout d'éviter les échecs en ayant une meilleure qualité et d'éviter que le produit ne réponde pas aux vrais besoins du client. Et pour cerner au mieux les attentes des clients, Seb vient de créer il y a tout juste un mois un Digital Lab. Ici, des salariés sont en permanence connectés sur Internet. Ils suivent en temps réel tout ce qu'il se dit sur les marques du groupe. On a combien de membres aujourd'hui sur la communauté Cake Factory ? Aujourd'hui, on compte 20 000 membres sur la communauté Cake Factory pour 35 000 pièces qu'on est sûr qui sont en tout cas vendues à des utilisateurs. Sur ces écrans, ils observent l'évolution des ventes et celle de leurs concurrents. Sur les réseaux sociaux, ils sont de toutes les conversations. Objectif, mesurer la réputation du groupe à chaque seconde. On a vraiment un contact direct avec le consommateur. On va pouvoir répondre à ses questions et puis on va également écouter les conversations, engager dans des conversations pour comprendre ce que le consommateur attend aussi de nos produits et pouvoir y répondre par des développements de nouveaux produits ou de nouveaux accessoires. En quelques années, Seb a complètement changé sa façon de travailler. La digitalisation de l'économie change la donne de bien des manières. On ne vend plus de la même façon, on n'innove plus de la même façon, on n'est plus en relation avec le consommateur de la même façon. Pour des marques comme le groupe Seb, la notion d'expérience consommateur devient absolument centrale. Répondre aux attentes des consommateurs est une chose, tout l'enjeu est aussi de les fidéliser. Pour cela, Seb pense avoir trouvé la solution. Le groupe mise sur la réparation de ses produits. Bonjour. On vient vous voir parce qu'on a un souci avec notre cocotte. Oui. Elle fuit toujours. Depuis 2016, Seb garantit ses produits réparables pendant 10 ans. Donnez-moi votre nom. J'aime bien acheter rarement, mais des bonnes marques et je suis pour faire durer les choses. Donc c'est pour ça que je suis contente de pouvoir acheter un produit qui peut être réparé. Le groupe a mis en place son propre réseau de réparateurs, plus de 6500 professionnels à travers le monde. Aujourd'hui, quasiment toutes les pièces détachées sont disponibles, 95% des produits sont réparables. Pour l'entreprise, c'est devenu aussi important que vendre. Un consommateur qui répare un produit et qui répare une vieille cocotte qui a 20, 30,
comme plus de 30 ans, comme celle qui est réparée ici, c'est un consommateur qui sera fidélisé à la marque et qui rachètera un produit l'année suivante, toujours de la même marque. Et puis en réparant les produits, on va trouver pourquoi un produit est tombé en panne. Et quand on répare les produits, on les améliore de génération en génération. Bon, Anthony, il est fini celui-là? Ouais. Ça tourne? Là, on vient de remplacer cette pièce qui était défectueuse. Et allez-y. Parfait. Aujourd'hui, SEB poursuit sa stratégie de l'innovation et du développement à l'international, avec pour objectif la réduction de son empreinte sur l'environnement. Le groupe a déjà réussi à diminuer sa consommation d'énergie et fabrique de plus en plus de produits éco-responsables. On est désormais bien loin de la petite quincaillerie du 19e siècle. Première région horlogère de France, l'idée est bien ancrée, même si depuis plusieurs décennies, la Suisse domine la Franche-Comté et lui confisque même sa main-d'œuvre. Mais depuis 2 ou 3 ans, de jeunes créatifs et techniciens de haut vol se lancent dans l'aventure de la création horlogère. Panorama tout de suite de cette renaissance. Le TGV 9876 à destination de Marseille-Saint-Charles. La gare et l'horloge. Depuis l'invention du chemin de fer, les deux sont intimement liés. Pour Besançon et l'horlogerie, c'est un peu la même chose. L'horloge monumentale de la gare TGV est un concentré de symboles et de savoir-faire. Ce cœur qui bat dans la salle des pas perdus est le signe d'un renouveau porté par celui qui l'a imaginé. Je la regarde comme un symbole. C'est l'entrée dans le territoire de l'horlogerie. C'est une horloge qui fait 6 tonnes, 6 mètres de haut, qui fonctionne avec un moteur de TGV qui a été fourni par l'Alstom. Je la regarde comme un petit bijou, sauf qu'elle fait 6 tonnes. Au total, 10 entreprises franc-comtoises ont contribué à sa fabrication. La synergie est la clé du travail de Philippe Lebru. Mon rôle à ce niveau-là, c'est 1, générer une idée qui a du sens, 2, fédérer les entreprises comme un chef de projet quelque part, et ensuite faire en sorte que tous ces éléments fonctionnent entre eux pour qu'au moment de l'assemblage, ça marche. Entrée dans le territoire horloger par la gare, puis au cœur de la ville. En créant Utinam il y a 20 ans, Philippe Lebru voulait déjà redonner à la capitale franc-comtoise tout son lustre horloger. Aujourd'hui, la devise de la ville se confond avec le nom de sa société et son tout nouveau lieu d'activité, à la fois atelier, boutique et concept store. Il a été inauguré à la fin de l'année par les autorités locales. Merci. On n'est pas vraiment dans une boutique, on n'est même pas dans une boutique, on est dans un concept store et on est dans un lieu qui va pouvoir accueillir des événements aussi. L'autre symbole fort de ce retour au bercail de la tradition horlogère, c'est le rachat il y a 5 ans de la marque Lipp par la Société des montres byzantines. 3 lettres aux fêtes de leur gloire dans les années 60, la plus grosse fabrique de montres de l'histoire de la ville. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu. J'en ai entendu parler beaucoup avec mes grands-parents, ma mère, ma maman qui aime bien l'horlogerie, qui en possède quelques-unes. Bonjour. 125 personnes travaillent actuellement chez SMB et un nouvel atelier entièrement dédié à l'assemblage des modèles Lipp devrait bientôt voir le jour. Le succès de la marque a été tel qu'elle représente aujourd'hui 1/4 du chiffre d'affaires de la société. Nous sommes allés rechercher chez Lipp tous les éléments qui faisaient sa force, c'est-à-dire effectivement une qualité, un positionnement prix, une cible qui est une cible, je dirais, grand public, et puis les modèles qui étaient les modèles emblématiques. C'est vrai que la proportion de chiffre d'affaires réalisé avec la marque Lipp est de plus en plus importante. Ça nous donne une forme de respectabilité, alors le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, ça
ça nous favorise dans nos discussions et négociations avec nos clients, nos distributeurs. Au point que des éditions spéciales ont été réclamées à la marque par des clients plus prestigieux les uns que les autres. À partir du moment où la marque est revenue à Besançon, ça a intéressé des gens et forcément quand la Patrouille de France, par exemple l'armée de l'air, veut faire une collection de montres Patrouille de France, ils s'approchent de nous. Pour la montre de l'Élysée, c'est évident que ça ne pouvait être que LIP puisque beaucoup de présidents et de gens emblématiques ont porté des montres LIP. Une renaissance dans un monde économique dominé jusque-là par les grandes marques suisses et dans lequel la maison Herbelin a toujours su tirer son épingle du jeu. L'entreprise a été créée dans les années 50 à Charquemont. La troisième génération de dirigeants y joue la carte du mouvement suisse dans un design français. On est sur un mouvement mécanique à remontage automatique en chronographe Tricompax. Donc bien sûr toujours un mouvement de facture suisse, mais fabriqué en France, comme tous nos modèles. De ces ateliers sortent chaque année 85 000 montres exportées dans 50 pays et depuis peu disponibles aux États-Unis. En novembre dernier, la marque y a même ouvert un magasin éphémère avec comme emblème le savoir-faire français. Le marché américain est le marché horloger le plus puissant au monde aujourd'hui. C'est là où il y a le plus de ventes. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis un moment. On sait que c'est un marché très difficile. Aujourd'hui, on utilise des leviers qui sont le digital, qui permettent de rentrer sur le marché sans avoir à investir des sommes un petit peu trop importantes pour une entreprise de notre taille, qui reste tout de même une PME, bien que nous soyons une grosse PME. Et ça nous permet aussi, après, d'asseoir une image internationale. Oser, même face aux puissants. Oser même face aux plus grosses manufactures. Les Français assument leur indépendance et sont même en train d'en faire une force de proposition. Ainsi, c'est à Besançon qu'est né le premier boîtier de montre imprimé en 3D, une collaboration entre Utinam Stainless et le laboratoire du pôle formation de l'Union industrielle de la métallurgie. Alors avant, c'est-à-dire que les petits, comment tu appelles ça là, les petits picots là, les supports, ils dépassaient de ce côté-là quoi. Non, mais les picots là, ils étaient plus hauts sur la pièce. D'accord. Ils étaient ici. Tout ici est expérimental. La technologie de pointe est au service de la tradition horlogère. La suite se passe à l'établi dans les ateliers d'Utinam, rapatriés depuis peu au cœur de Besançon, là où Philippe Lebru continue de développer ses propres produits, montres et horloges. Là aussi, où il a fait le pari d'accueillir les horlogers les plus créatifs, les Dodane ou un Burdreau pour parler des francs-comtois, mais aussi les jeunes qui se lancent. Ce jour-là, c'est le créateur des montres Fugue qui est venu de Paris présenter ses produits. Une montre qui est ici se décompose de différents éléments. Il y a le cadran, il y a le boîtier et il y a le bracelet. Chez Fugue, ces trois éléments en fait sont interchangeables et composables. Donc cette montre-là, je peux en faire 9 montres. Exactement. 3 x 3. Exactement. En fait, un produit horloger, quelque part, c'est un produit qui a nécessité du temps de travail, du temps de développement. Nous, avec Fugue et avec notre boîtier interchangeable, on a déposé un modèle sur le système d'interchangeabilité du bracelet et du boîtier. Donc ça, c'est des choses qu'il faut expliquer. Et pour nous, c'est super important de se retrouver dans un endroit où on sait parler d'horlogerie indépendante et créative, et donc on peut vendre nos produits. Donc ici, je prends un autre boîtier. Là, je mets ce que tu appelles le module. Moi, ce que j'aime déjà, c'est que ces personnes osent rentrer sur un marché qui paraît assez étanche. Et en même temps, elles font une vraie proposition créative, presque artistique, qui va à l'encontre du conformisme des marques de marketing, entre guillemets, et qui viennent enrichir la proposition par des idées, des formes, des concepts, et toujours avec un fil conducteur qui est le temps. Et si la qualité, l'originalité et le design marquaient le renouveau de l'horlogerie française? Et si par la volonté des hommes, cette industrie patrimoniale qu'on croyait à jamais confisquée revenait sur ses terres? L'histoire est en train de s'écrire.
Pierre Lamarre, on s'est donné rendez-vous ici parce qu'évidemment vous enseignez à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, vous êtes professeur d'histoire industrielle, mais aussi parce que ces bâtiments, ils respirent l'histoire industrielle de notre région. Ah tout à fait, nous sommes dans un lieu emblématique ici à Belfort puisqu'il s'agit du Technome, et le Technome c'est tout simplement les conséquences du traité de Francfort, l'installation de l'autre côté de la frontière avec la perte de l'Alsace-Lorraine des Mulhousiens, des industriels mulhousiens, dont Dolphus Mig, l'industriel du textile, dont la SACM, Société Alsacienne de Construction Mécanique, qui deviendra Alstom sur ces lieux. Du coup c'était une très belle idée, et puis un peu une boucle bouclée d'avoir des étudiants de l'Université de technologie ici dans des anciens locaux industriels. Ah, tout est dans le symbole, effectivement. C'est le retour de la technologie qui avance, du progrès technique sur les anciens lieux d'activité très forte belfortaise. Si je vous dis emblème industriel de Bourgogne-Franche-Comté, vous le spécialiste, vous me répondez quoi ? Emblème industriel Bourgogne-Franche-Comté, le nord de la Franche-Comté, avec l'implantation des grands groupes, bien sûr Peugeot, General Electric, Alstom. Pas très loin d'ici, oui. Pas très loin d'ici, mais également tout un tissu de PME, de PMI, aujourd'hui ouvertes à l'international. Je pense au groupe Lisi, qui est spécialisé dans la visserie, tout ce qui est attache de pièces de très haute technologie. Ce groupe Lisi aujourd'hui est mondialisé. Je pense à Vielarmijon et compagnie, qui a aujourd'hui sur le marché de l'halieutique est un des leaders mondiaux. Je pense à Vetoquinol qui donc est spécialisé dans le médicament. Delfingen qui est une toute petite entreprise vers l'Île-sur-le-Doubs qui aujourd'hui embrasse également l'international. On parle souvent des difficultés de l'industrie dans notre région, on s'en plaint souvent, on est un peu nostalgique d'une époque que la région a connue, une époque industrielle qu'elle ne connaît plus aujourd'hui. Et pourtant, on voit qu'il y a encore des leaders mondiaux, des leaders européens, des leaders français dans notre région, dans différents secteurs. On a vu au début de cette émission l'incroyable histoire de Seb, on a vu le secteur de l'horlogerie qui renaît, ça existe. Alors ça existe complètement, mais on ne retient que les pertes d'emplois, on ne retient que les restructurations. C'est une réalité aussi. C'est une réalité, mais il y a derrière ces restructurations une résilience, des facultés de résilience d'un territoire, des territoires qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, on peut dire que les technologies verte, la digitalisation, l'industrie 4.0, tout cela est en marche et tout cela eh bien, doit se déployer à nouveau sur nos territoires. Je suis un optimiste, mais en même temps, il faut avoir un regard lucide sur les choses. Les sites industriels meurent parce que les sites industriels évoluent constamment. C'est la vie des sites industriels, ça a toujours existé. C'est-à-dire que quand on dit Peugeot va fermer Hérimoncourt, par exemple, pour vous, ça fait partie de la vie naturelle d'un site industriel ? Alors sur le temps long, c'est indéniable. Même si c'est difficile à vivre pour une commune qui perd des emplois. Alors, c'est complètement difficile à vivre pour une commune qui perd ses emplois, mais en même temps, sur le long terme, c'est la logique même d'une industrie qui évolue, qui doit faire face aux mutations technologiques, qui doit se restructurer. Les paradigmes changent et il faut bien, eh bien quitter des lieux emblématiques. Pour ces entreprises qui aujourd'hui encore rayonnent et font du chiffre d'affaires et créent de l'emploi, elles ont quand même dû s'adapter terriblement, certaines d'entre elles évoluer, rebondir par moments. On a vu l'histoire de Seb qui a été faite de haut et de bas, qui aujourd'hui fait beaucoup de recherche et développement, est en pointe, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors effectivement, il faut développer au sein même des entreprises. Alors quand je dis il faut, bien évidemment, il faut être constamment en veille technologique. Il faut pouvoir, et aujourd'hui la recherche-développement, la conception ne peut plus se faire de manière individuelle. Il faut encore une fois revenir à... parce que ça coûte trop cher, les coûts sont trop importants. Donc il faut toujours être au plus près de cette veille technologique, mais dans des logiques collectives de territoire. Et peut-être que le salut passe par là.
Ces casseroles et ces poêles font le bonheur des chefs étoilés, mais aussi du grand public. L'entreprise Christelle est basée à Fesches-le-Châtel, dans le pays de Montbéliard. En quelques décennies, elle a réussi à s'imposer comme l'un des leaders mondiaux d'un secteur très concurrentiel, les ustensiles de cuisine. C'est l'une des vitrines du pays de Montbéliard. L'usine Christelle fait la fierté de Bernadette Dodane. Pourtant, lorsqu'elle y arrive comme consultante en 1983, les locaux sont dans un état déplorable. Nous avons travaillé 8 ans dans une friche, dans une ruine industrielle. Ça a été très difficile. À l'époque, le site est une coopérative ouvrière au bord du dépôt de bilan. Bernadette et son mari décident alors de la racheter en hypothéquant leur maison et en empruntant de l'argent auprès de leurs amis. Tous les mois étaient déficitaires, c'est sûr. Oui, non, le risque était énorme, c'est vrai. Il était énorme. Mais il y avait aussi de l'espoir avec un produit qu'avait donc créé mon mari, qui était un concept cuisson-service à poignée amovible, qui avait été reconnu par le cabinet qui en avait fait l'étude comme étant une véritable innovation qui pouvait changer le comportement des Françaises et des Français dans leur cuisine. Ils ne se sont pas trompés. Cette idée, c'est Paul Dodane qui l'a mise au point. Une poignée amovible qui va faire le succès de la PME franc-comtoise. Peut-être la pièce un peu plus petite. Non, vous ne pouvez pas mettre l'oreille en face. 32 ans plus tard, cet ancien ingénieur automobile est toujours là et a fait de l'innovation son cheval de bataille. C'est une question qu'on ne se pose même pas. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut toujours avancer, il faut toujours apporter du nouveau. D'ailleurs, quand nos clients viennent nous visiter sur un salon, la première question qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Christelle? C'est ça qui les intéresse. Au cœur des 15 000 m² de l'usine, la chaîne de production tourne à plein régime. Ici, on fabrique 3000 ustensiles de cuisson chaque jour, une mécanique bien huilée. Voilà, alors tout démarre de là. C'est 2 disques en inox qui sont fabriqués pour Christelle, en France, bien entendu. En Bourgogne. En Bourgogne, voilà, ça vient de Guignon. C'est une qualité spécifique à Christelle, de manière à ce que quand on va polir les corps des casseroles, il n'y ait aucun défaut apparent sur l'inox. Des disques en inox qui sont emboutis sur cette énorme presse pour façonner la silhouette des futures casseroles. Mais l'étape décisive, c'est un peu plus loin qu'elle se déroule. On l'appelle le brasage. C'est un disque d'aluminium de 4 mm qui va accumuler la chaleur, qui va le distribuer de manière uniforme sur tout le fond de la casserole, et de nouveau une feuille de brasure pour pouvoir assembler les différents éléments les uns avec les autres. L'opération se déroule dans ces fours chauffés à 640 degrés. À la manœuvre, il y a Faudine. Il est chargé de vérifier que le fond des casseroles est parfaitement fixé. Une vraie fierté pour cet ouvrier arrivé de Bosnie il y a 20 ans. Je suis vraiment fier de travailler pour cette entreprise parce que c'est des pièces qui partaient partout dans le monde, depuis États-Unis, depuis Australie, donc tout partout dans le monde. Voilà, c'est pour ça, chaque fois comme je pars quelque part en Allemagne, comme je rentre chez moi en Bosnie, je vois des pièces comme ça, même chez nous en Bosnie, il y en a. Et je dis c'est moi qui a les fait, ouais. Assemblé, puis inspecté. Chaque casserole passe ensuite dans les mains de Renaud. Il est chargé de traquer la moindre imperfection. Qu'est-ce que vous regardez là? Je regarde si la poêle n'a pas de défaut, de petites rayures ou de brûlures. Traquer les défauts, c'est aussi le leitmotiv de Damien Dodane. Plusieurs fois par an, casserole sous le bras, il pousse la porte de ce restaurant de Montbéliard. Bonjour Olivier, ça bosse déjà? Ça travaille. Ouais. Voilà. Moi, je vous ai amené deux, trois petits échantillons nouveaux. Ça, c'est les petits sauciers que vous m'avez demandé. Il y retrouve Olivier Prévost-Carme, le chef étoilé de l'établissement. Un chef qui teste chaque produit en conditions réelles pour faire évoluer la gamme. Nous, on s'est senti un petit peu là, on a réveillé comme une âme de gosse. On s'est retrouvé en face de la personne qui nous met un jouet entre les mains et qui nous dit comment tu veux que le jouet évolue, comment tu veux. Et ça, c'est hyper passionnant. Tu passes, tu mets dedans, tu moules tes gelées en direct.
Et de manière surprenante, la cuisine du chef change aussi en fonction des ustensiles. Tout seul, on ne fait rien. Tout seul, on tourne en rond. Et là, on évolue, on a une idée cuisine et en fin de compte, d'un seul petit coup de baguette comme ça, vous avez une casserole qui arrive et l'idée, elle jaillit, elle mûrit, elle grandit. Et l'ustensile fait partie de la cuisine. Un contact avec les professionnels, indispensable pour innover efficacement. Il faut savoir exactement quelles sont leurs exigences, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils attendent d'un produit, d'une casserole haut de gamme, au niveau de la réactivité à la température, au niveau du design, au niveau de l'ergonomie même du produit. Et c'est très important, bien sûr, d'en parler avec eux. C'est essentiel, puisque c'est pour eux qu'on le fait. Hein. On envoie une volaille de Bresse au vin jaune et Maury. Rendre les ustensiles ergonomiques, mais aussi désirables, ça c'est le rôle d'Antoine. Devant son objectif, les casseroles prennent la pause, le temps d'une séance photo. Moi ici, je vais faire vraiment tout ce qui va être vraiment packshot, donc c'est-à-dire photo nue du produit, que je vais ensuite détourer sur informatique pour avoir un rendu bien net, bien propre. Et puis après, pour tout ce qui va être vraiment mise en scène du produit, photo d'ambiance, là par contre, on va travailler avec une personne en interne qui est chef, donc qui fait aussi un peu de stylisme culinaire. Donc on peut rendre une casserole sexy. Voilà, exactement, on y arrive. Un souci du détail qui a permis à la petite entreprise de se développer. Elle emploie aujourd'hui 90 salariés, 3 fois plus qu'à l'origine. Mais Christelle, c'est avant tout une histoire de famille. Autour de Bernadette et Paul, il y a Emmanuel, leur gendre, Damien, leur fils, et Julien, leur petit-fils, qui vient d'être nommé directeur des ventes à 33 ans seulement. Du coup, les comités de direction ont parfois des airs de réunion de famille. On est une industrie dans laquelle on a encore quelques sociétés familiales comme la nôtre. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la richesse de nos entreprises, des produits qu'on fabrique. Et je pense que si c'est plus le cas, on perd l'identité et on perd aussi toute la force de la marque et du savoir-faire qui est défendu ici depuis quasiment 200 ans. Une PME familiale qui tient à rester ancrée dans son territoire. Ici, 90% de la fabrication est made in France. C'est une contrainte de produire en France par rapport au coût. Et en même temps, comme la France a un vrai savoir-faire sur tout ce qui concerne la cuisine, nous, on l'utilise comme un argument. Et le Made in France et l'origine France garantie de nos produits permet justement d'avoir un argument supplémentaire par rapport à certains de nos concurrents quand on se retrouve à l'étranger, sur les marchés à l'exportation. L'exportation, c'est justement l'un des atouts de l'entreprise. Pour s'en rendre compte, direction le local de stockage. Ici, on a là, une palette qui part en Allemagne. Là, on a un container qui est prêt pour le Japon. D'autres palettes qui sont prêtes pour les 4 coins du monde. Ouais. Il y a 40 pays qui sont couverts au total. Prochain objectif, s'implanter durablement sur le marché américain et faire connaître le savoir-faire franc-comtois de l'autre côté de l'Atlantique. Vincent Damy, on a vu il y a un instant à l'extérieur le bois qui séchait. Et donc ce bois ici, vous en faites des tonneaux pour le vin. C'est symbolique de la Bourgogne évidemment. Voilà, oui, il y a une grande partie des fûts qui partent en Bourgogne. Bon, après on exporte beaucoup aussi. Il y a environ 70% des tonneaux qui sont exportés. Oui. Donc dans tous les pays du monde où on fait des grands vins. C'est incroyable parce qu'ici on est dans une PME qui, j'allais dire, arrose le monde entier de tonneaux. Hein, oui, c'est une entreprise familiale donc, qui date de 1947. Et bon, il faut savoir que les tonnelleries, en règle générale, ont failli disparaître dans les années 70 quand les cuves en béton sont arrivées sur le marché.
Par contre, bon, le béton, c'est étanche, c'est bien, mais rien ne remplace le chêne au niveau aromatique. Et du coup, depuis les années 75, par là, le métier s'est bien redéveloppé. Et aujourd'hui, notre tonnellerie marche bien et toutes les tonnelleries ont beaucoup de travail. Toutes les techniques, les technologies modernes, tout ce qui a été créé depuis n'a jamais remplacé le fût de chêne. Non. Le fût de chêne reste vraiment le top. Parce qu'il y a ce lien particulier entre le bois et le vin et cette alchimie à un moment donné. Voilà, tout à fait. Donc on a un savoir-faire en France et on a surtout aussi la matière première, donc le chêne français qui est reconnu comme le meilleur. Donc c'est une tradition française qui s'est énormément exportée puisqu'aujourd'hui on vous en commande, on disait, dans le monde entier. Dans le monde entier, donc beaucoup sur les États-Unis, sur l'Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine, Afrique du Sud, la Suisse, enfin toute l'Europe, un peu en Asie, un peu partout où on fait des grands vins. C'est évidemment ce phénomène particulier entre le bois et le vin qui fait aujourd'hui et votre renommée et votre chiffre d'affaires et le fait que vous existiez toujours malgré, vous l'avez dit, l'arrivée d'autres méthodes, mais est-ce qu'il a fallu se renouveler, s'adapter à ces nouveaux marchés? Parce que j'imagine quand on vous commande des tonneaux en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Australie, ce n'est pas la Bourgogne. Il a fallu s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne équipe commerciale sur le terrain. Donc évidemment, on travaille avec des agents locaux qui sont dans chacun des pays cités auparavant. Après, il faut un bon outil de travail. Donc bon, là, vous voyez, on est quand même pas trop mal équipé. Les tonneaux, le fût de chêne que vous fabriquez ici, ça n'est pas le seul moyen de conserver du vin aujourd'hui. C'est une petite proportion par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. Alors il faut savoir qu'il n'y a qu'environ 4% des vins produits dans le monde qui passent en fût de chêne. Donc on touche vraiment le haut de gamme. Le haut de gamme, sans prétention, mais on travaille un peu avec le luxe. Avec les grands vignobles de Bourgogne et d'ailleurs. De Bourgogne et d'ailleurs, tous les cépages. Même des Bordeaux, pas de ségrégation. Bordeaux, non, Bordeaux aussi. On va s'éloigner du milieu du vin, mais pas trop, puisqu'on va parler d'un petit fruit qui peut rapporter gros. Le cassis est important en Bourgogne et il fait vivre beaucoup de monde. Bien sûr, les producteurs, mais aussi les liquoristes qui transforment ce fruit rouge pour en faire la fameuse crème vendue à l'international. Mais vous le verrez, le cassis est aussi invité sur les tables des grands chefs étoilés. Il sert aussi dans la conception de produits cosmétiques. Reportage au cœur d'une filière. Tiens, on va commencer sur ces pieds-là. C'est parti pour la récolte. Pour le cassis, tout commence dans les champs. À Conqueur, 5 hectares de l'exploitation sont consacrés uniquement à ce petit fruit rouge. Ici, on travaille en famille et en bio pour cultiver le fruit, mais aussi les bourgeons. On a la particularité de produire les fruits que l'on transforme. Donc tout ce qui est cultivé ici sur nos terrains est ramassé, ensuite surgelé et puis après rapporté petit à petit tout au long de l'année à la ferme pour fabriquer des produits que l'on vend en direct. C'est seulement à un petit kilomètre des champs que tout se passe. Dans leur atelier, il y a bien sûr la préparation d'un grand classique, la confiture, mais aussi des produits un peu plus surprenants. Aujourd'hui, c'est au tour du ketchup de cassis de mijoter. Ça a été un virage très important dans la ferme Fruits Rouges puisque c'est un produit, quand on l'a sorti en 2005, qui a explosé en termes de volume. Moi, je pensais fabriquer 300 pots pour m'amuser. Et puis, c'est un produit aujourd'hui où on fabrique des milliers de pots tous les ans. Seule une petite partie de leurs fruits est vendue, notamment à de grands restaurants. À Saulieu, dans cet étoilé au guide Michelin, on utilise aussi la saveur de ce fruit. Et ici, il peut être cuisiné à toutes les sauces. Le chef réalise par exemple un filet de canard au nectar, gelé et bourgeons de cassis. Donc j'ajoute
La purée de topinambour au cassis, évidemment, son utilisation première, c'est pour les desserts, hein, pour les sorbets, des glaces, des entremets. Et puis dans le salé, parce que c'est un fruit, c'est une saveur qui se marie remarquablement bien avec volaille, avec le bœuf. Et en salle, les clients sont-ils convaincus par cet accord subtil? Je vais vous dire. Vraiment, c'est bon. Le cassis, moi, je connais surtout dans le kir, mais là, travailler au niveau de la cuisine, c'est différent. Mais la gastronomie reste une exception pour ce fruit. Au musée du Cassis, ils sont chaque année 40 000 à venir découvrir les secrets d'un produit plus populaire, la traditionnelle liqueur. So basically, in the blackcurrant liquor, you have only blackcurrant, alcohol, and then sugar. There's absolutely nothing else in the bottle. Pour ces jeunes Canadiennes, plus habituées au sirop d'érable qu'à la crème de cassis, la découverte peut être surprenante. You can get a glass each. You can taste it. J'en avais jamais goûté avant, mais quand je rentrerai, j'essaierai sûrement d'en trouver. C'est plutôt pas mal cette liqueur. On pourrait mettre de la liqueur de cassis sur la glace à la vanille. Ce serait très bon. Mais juste à boire, c'est très bon aussi. Aujourd'hui, cette liqueur fait partie du patrimoine français et c'est le fruit d'une longue histoire. Elle a pris son essor en France au tout début du XXe siècle. Les liquoristes dijonnais en profitent et développent sa production. Puis c'est le chanoine Kir, député maire de Dijon, qui va donner son nom à un apéritif fait de vin blanc et de crème de cassis, une véritable aubaine pour la filière. Pour cet historien, spécialiste de la Bourgogne, c'est Félix Kir qui l'a popularisé. Toute la France, le monde entier ne buvait pas du Kir. C'est petit à petit que la réputation du chanoine a fait qu'on a fini par en boire un peu partout. Et sur des cartes de restaurants dans le monde entier, vous avez ce mot, Kir, c'est assez étonnant. Aujourd'hui, la filière produit 16 millions de bouteilles de crème de cassis chaque année, pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Une poignée d'entreprises se partagent le marché en Bourgogne. Le Gélagoutte, Védrenne, Boudier, Briottet ou encore l'héritier Guyot. C'est justement dans leur usine dijonnaise que la crème de cassis est fabriquée. Tous les ans, l'entreprise utilise plus de 1000 tonnes de cette petite baignoire. On va décrocher combien? 15 tonnes aujourd'hui? Il y en a 19 tonnes qui arrivent encore. Donc on va en faire à peu près 25-30 aujourd'hui. Le marché français représente encore la majorité de ses ventes. Mais l'héritier Guyot a créé une marque spécialement pour le marché allemand, avec une recette adaptée aux habitudes des consommateurs. Et là, pour l'Allemagne, ça date de la semaine dernière. Alors celui-là, il a été fait la semaine dernière et le tirage est prévu la semaine prochaine, je crois. Environ 20 000 bouteilles. L'entreprise compte beaucoup sur l'export. Aujourd'hui, impossible pour elle de se passer de ce débouché. Le développement de toute façon d'une marque qui a une vocation internationale, c'est forcément l'export. C'est aujourd'hui effectivement la possibilité de pouvoir développer non seulement la crème de cassis de Dijon, mais également la déclinaison des autres crèmes. Et puis il y a des destinations comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, voire l'Asie bien sûr, qui ont un potentiel encore de développement important. Pour l'instant, c'est au Japon que la filière exporte le plus de bouteilles, 3 millions chaque année. Vient ensuite l'Allemagne, 1 million de bouteilles. Autre marché un peu plus modeste, les États-Unis, avec 100 000 bouteilles exportées tous les ans. Au total en Bourgogne, les liquoristes en vendent 6 millions par an à l'étranger. Mais la crème de cassis est-elle vraiment l'avenir pour cette filière? Pour avoir notre réponse, nous sommes restés à Dijon, où la couleur du cassis est présente partout. Cassis FM, la première radio à Dijon. Dans cette école de commerce, un programme est dédié au marché du vin et des spiritueux. Et ici, on compte encore sur cette liqueur. Vous en avez ici, 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 ici. On doit en avoir une bonne dizaine en tout. Pour le directeur, les liquoristes bourguignons n'ont pas le choix. Ils doivent absolument se renouveler, proposer de nouveaux produits pour faire face à la baisse de la consommation de la crème de cassis. Sa consommation baisse depuis un certain nombre d'années, pour tout un tas de raisons liées notamment au changement de mode et aux habitudes de consommation. Les Français consomment moins mais mieux. Les fabricants de crème de cassis de Dijon et plus généralement en Bourgogne ont
pris ce pari de la qualité et de la montée en gamme depuis maintenant un certain nombre d'années. Et si l'avenir du cassis se trouvait en fait ailleurs que dans le fruit? Au fil de notre reportage, nous avons découvert de nombreux produits cosmétiques élaborés à partir de bourgeons, mais aussi des produits pharmaceutiques. Ce producteur a terminé sa récolte. Une partie des bourgeons entreposés ici iront bientôt dans des laboratoires pour fabriquer des antidouleurs. Il y a de nombreux bourgeons qui sont utilisés en pharmacopée et le bourgeon de cassis en fait partie. On a démarré de pratiquement zéro il y a une dizaine d'années ou quinzaine d'années en arrière, ça n'existait pratiquement pas, donc c'est un marché qui est en développement. C'est des croissances relativement modestes parce que les volumes restent modestes, mais bon, c'est des croissances qui sont souvent à 2 chiffres d'une année sur l'autre. Une croissance qui pourrait porter cette filière dans les prochaines années. Pour le cassis, l'avenir sera donc entre tradition et modernité. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.